Aujourd'hui, nous allons parler de la production et de la vente. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre produire et vendre? Connectez-vous, nous commençons dans 5 minutes. Alors, on va commencer avec le direct d'aujourd'hui. Il ne sera pas trop long, on en a pour, je dirais, 1 heure de temps. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une thématique que je trouve importante, à savoir, lorsqu'on est un entrepreneur, est-ce qu'on doit se concentrer sur la production ou sur la vente? Qu'est-ce qui est plus intéressant? Produire ou vendre? Ou alors produire et vendre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Avant de commencer directement d'entrer de plein fouet dans le thème, la première question que je vais poser, vous savez, dans tous mes directs, c'est pédagogique. Donc, j'aime toujours amener la démonstration pour pousser chacun à comprendre exactement ce que je suis en train d'expliquer. Ce n'est pas un cours magistral. Donc, je partage mon expérience et je voudrais vous faire participer aussi à la démonstration ensemble. Donc, je vais toujours poser les questions comme à chaque fois. La première question aujourd'hui est celle de savoir, est-ce qu'il y a des personnes connectées actuellement qui produisent déjà? Ça veut dire, vous pouvez produire un bien agroalimentaire, vous pouvez produire un bien cosmétique, vous pouvez produire des médicaments, vous pouvez produire des biens de consommation globalement dans n'importe quel secteur d'activité. Est-ce qu'il y a des producteurs qui sont en train de suivre le direct? Si oui, vous produisez quoi? Vous produisez quoi? Est-ce qu'il y a des producteurs? Si oui, vous mentionnez en commentaire et vous nous dites quel est le produit que vous faites. Ça peut être Issa, par exemple, qui est au Burkina Faso, qui produit des vêtements à partir du tissu qui est produit lui aussi la plupart des fois au Burkina Faso, comme le Faso d'Anfani. Ça peut être un produit agroalimentaire, comme du thé, comme du chocolat, comme du lait. Ça peut être une production animale. Oui, bien sûr, l'élevage, c'est la production aussi. Ça peut être une production animale. Vous produisez par exemple des poulets, vous produisez du porc, vous produisez des lapins, vous produisez des œufs, vous produisez de la confiture, vous produisez des produits cosmétiques comme par exemple des laits de toilette, vous produisez des parfums. Tout ce qui est production, si vous en faites, vous mentionnez en commentaire. D'accord, il y a certains qui ont commencé à mentionner. Alors, on a Berlin qui fait dans la transformation agroalimentaire, confiture, tomates, sirop et miel. Magnifique. Carole, je peux produire de la cosmétique, lait de beauté, savon, bain moussant. D'accord. Grâce Divine Mouniok qui est connectée, la promotrice d'Otam. Oui, production des jus naturels, jus d'ananas, baobab. Et je fais également dans la pâtisserie Otam, Joyce and Pastry. D'accord. Il y a Yann qui produit des gâteaux. Glory qui fait dans l'élevage des poules. Marie, je produis des porcs. D'accord. Ibrahim, je produis des jus d'orange et j'ai un champ d'orange. Donatien, oui, moi je réalise des meubles, mais 95% de mes productions, c'est sur commande. Donatien, Kodjo, menuisier, ébéniste demeurant à Parakou au Bénin. Alex, moi je suis dans la culture du manioc, élevage des porcs. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres producteurs? Donc, comme je l'ai dit, la production peut être animale, elle peut être végétale, la production peut être agro-industrielle, ça peut être dans plusieurs secteurs d'activité, l'agroalimentaire, la cosmétique, ça peut être des médicaments, notamment dans le domaine de la santé, tout ce qui est production. Ibrahim, je produis des jus d'orange, j'ai aussi un champ d'orange, d'accord. Chèque, produits cosmétiques après une formation de la start-up cosmétique. Magnifique, mon frère. Quel type de produit cosmétique tu mets sur le marché? Est-ce que tu as une marque, par exemple? Si oui, c'est quoi le nom de ta marque et quels sont les produits cosmétiques que tu mets sur le marché? Céphas, je produis et je transforme des légumes en légumes séchés. D'accord? Légumes en légumes séchés. Qui d'autre fait dans la production?
Qui d'autre fait dans la production? C'est où fait de l'élevage de bovins. D'accord? Moi, je suis dans la vente en ligne des articles de e-commerce. Pour le moment, nous sommes encore chez ceux qui font dans la production. Donc, il y a certains qui font dans la production animale, d'autres sont dans la production végétale, d'autres sont dans la production agroalimentaire. Il y a Jospin, je produis des tomates, poivrons, pommes de terre, céleri, basilic, les maraîchers en général. D'accord. Victor, depuis le Togo. Qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous produisez d'autre? Vous mentionnez tout simplement en commentaire ce que vous produisez. Yolande, je produis les laits de corps, les savons, les crèmes. D'accord? Je fais dans la production de poissons frais et de plantains. Là, c'est Ghislain. Darcy, je produis des visuels publicitaires. D'accord. Carrington, moi, je fais dans les prêts par intérêt. J'aimerais que vous en parlez. Bon, c'est pas le thème. Ni pour celui qui fait la production publicitaire. Là, ce sont des services. Ah non, bonsoir, docteur Claudel, je produis le poivre blanc de Penja, d'accord? Philippe, moi je fais dans la production globale du vin, de la vigne à la cave, de la cave à la table, d'accord? Ézéchiel, la boisson, le vin, je suppose, ou alors c'est la boisson, et la pâtisserie, d'accord? Quelle boisson, Ézéchiel? Quand tu dis boisson, je vois l'émoticône d'un verre de vin. Est-ce que c'est du vin? Ou ce sont des jus? Ou c'est quoi? Qu'est-ce que vous produisez? Alors, Shadé, depuis Kinshasa, moi je veux la production et la vente. D'accord. Victor, bonsoir, je produis des meubles en carton. D'accord. Lies, je suis dans l'immobilier et je suis en Côte d'Ivoire. Ok. Qui d'autre fait dans la production? Si oui, de quoi? Jussi, je vends du miel nature. Est-ce que c'est toi qui produis ce miel, Jussi? Ou alors tu vends juste? Ézéchiel, du jus de passion et d'ananas. D'accord, c'est plus précis cette fois. Béni, je suis dans la vente d'habits, vêtements et chaussures. Mais est-ce que c'est toi qui les produis? Est-ce que tu produis ces vêtements? Est-ce que tu produis ces chaussures toi-même? Ou avec ton équipe? Ou alors tu vends juste? Là, je parle de ceux qui produisent. Qui d'autre fait dans la production? Qui d'autre fait dans la production? Vous mentionnez en commentaire ce que vous produisez et nous allons en discuter. Jean-Pierre, production et vente de persil. D'accord? Jean-Pierre produit et il vend du persil. D'accord, Jussi produit le miel elle-même. Magnifique. Qui d'autre fait dans la production? Émile produit des chips. D'accord? Production des chips. Chips de quoi? Plantain, pommes, patates. Ézéchiel, je produis aussi les patates. D'accord?
Kalonji, j'ai investi dans l'or, mais pas de production. Ok. Qui d'autre fait dans la production? Paco Rabanne, j'ai commencé à produire des sneakers que j'écoule à Mokolo. Mokolo, c'est un marché de la capitale du Cameroun, Yaoundé. Magnifique. Koné, je réalise des prothèses dentaires, Côte d'Ivoire. Magnifique. Koulibaly, je produis des poulets hybrides. Landry produit et vend des croissants. Bonsoir, je suis en RDC, surtout à l'Est. Je suis dans les arachides, les tomates et les pommes. D'accord. Georges, je fais dans l'élevage des cailles, et la vente des œufs qui en découlent. D'accord. Alors, ça me permet de me rassurer que parmi vous qui êtes connectés, il y a beaucoup de personnes qui font déjà dans la production. La deuxième question que je vais poser est celle de savoir, est-ce que vous vendez des produits que vous produisez ou des produits d'autres personnes? Là maintenant, vous pourriez parler de ce que vous ne produisez pas, mais que vous vendez. Si oui, si vous vendez des choses, dites-nous en commentaire, je vends telle chose. Je vends par exemple du miel. Je vends par exemple du chocolat. Je vends par exemple du poivron, de la tomate. Je vends par exemple des laits de toilette. Je vends des vêtements. Est-ce que vous vendez des produits? Si oui, vous mentionnez en commentaire. Parce qu'on peut bien produire, mais on ne vend pas. Comme on peut produire et vendre à la fois. Comme on peut vendre sans nécessairement produire. Donc, est-ce que vous vendez des produits? Oui, il y a Abdallah qui vend les parfums. Abdallah vend les parfums. En gros et en détail depuis le Mali. Ama vend les parfums en gros et en détail depuis le Mali. Ézéchiel vend la boisson. D'accord. Zidane vend le charbon écologique. Le fermier, production de cailles et de poussins hybrides. D'accord. Mais là, nous sommes déjà dans la vente. Est-ce que tu vends ces poussins hybrides là, nécessairement, forcément, ou d'autres choses? Ibrahim, résident en Côte d'Ivoire, mon équipe et moi produisons des chips de pommes. D'accord, c'est plus précis. Est-ce que vous vendez des produits? Si oui, lesquels? Nicole, je vends des mèches et je confectionne des perruques depuis Paris. D'accord. Il y a Abdul qui dit qu'il produit et il vend en même temps. D'accord. Qui d'autre vend? Kalonji, je vends des sneakers et ça marche en RDC, bien que je suis en Allemagne. D'accord. Il y a un autre vendeur de parfums. C'est Monsieur Mamé. Mais la production va débuter dans 2 mois. D'accord. Nous avons Noyo Beauty. Je produis et vends les produits cosmétiques. Et je vends également les chaussures et les sacs en ligne. Il y a quelqu'un qui vend les laptops, les ordinateurs portables. Connais, moi je vends des cahiers d'écriture pour la maternelle avec stylo à encre qui disparaît seul. En Côte d'Ivoire. Serena, je vends le beurre de karité. Jérémy, vente de matériel informatique. Francine, je vends des arachides grillés dans des bouteilles.
Cédric, je vends des poupées modèles africains dans les packages avec des ustensiles de cuisine africaine. D'accord? Ibrahim, je produis via mon champ d'oranges et je vends mes oranges une partie. Je produis des jus de fruits, mais je suis stable dans l'immobilier. Ibrahim depuis Cotonou. Alors Ibrahim, si c'est cette fois, mon équipe et moi produisons des chips de pommes et nous les revendons. Jérémy qui vend des clés USB, chargeurs, carte mémoire. Ibrahim les oranges. NK Production et vente des vêtements africains depuis le Bénin. Le fermier, oui, matériel d'élevage et poulet de consommation. Qu'est-ce que vous vendez d'autre? Patrice, je vends des box TV. D'accord? Qu'est-ce que vous vendez encore? Alors, on a Glory qui dit, ma soeur avec son groupe Caviar produit les poules et vend ça ou préparé par commande. Poulet, maillot et les légumes. Donc, manger bio local. D'accord? Mazou, vente des ustensiles de cuisine en zombie. Georges, je vends aussi les compléments alimentaires Forever, Living Product. D'accord? Destin, je propose des chansons et après je les vends aux musiciens. Je compose des chansons et je les vends. D'accord. Bon, Abdallah, quand tu dis que tu vends tout, ça veut dire quoi? Tu vends les reins aussi? Tu vends les poumons? Yao, moi je suis un gérant de box téléphonique cabine depuis Abidjan. Yvette, vente de produits cosmétiques. Sesco, je vais venir au Cameroun, je serai content de te rencontrer simplement. Tu viens à la Startup Academy, tu sais où nous sommes, tu vas voir toutes ces informations sur notre page Facebook ou notre site internet. Qu'est-ce que vous vendez d'autre? Qu'est-ce que vous vendez d'autre? Imprimerie, plaque d'immatriculation, coque, personnalisation, je suppose. Coque perso, d'accord. T-shirt personnalisé et stickers, ainsi de suite. Ça, c'est David. Céphas, je vends mes légumes séchés, d'accord. Alors, ça veut donc dire que globalement, nous avons des producteurs qui sont connectés et nous avons aussi des personnes qui commercialisent différents biens produits par eux-mêmes ou alors font principalement dans la distribution de biens qui sont produits par d'autres personnes. Et la thématique du jour est celle de savoir qu'est-ce qui est plus intéressant entre la production et la vente. Est-ce qu'il faut produire uniquement ou alors est-ce qu'il faut produire et vendre ou alors il faut vendre uniquement ce qu'on produit ou pas, ou dans le cas d'espèce, ce qu'on ne produit pas nécessairement. Ça, c'est le thème de ce direct. Donc, il sera question pour moi d'expliquer quels sont les différents avantages de ces différentes modalités que vous choisissez afin que vous ne puissiez pas vous tromper dans la méthodologie à implémenter dans votre projet. Surtout que nous sommes dans un environnement actuel dans lequel la concurrence devient de plus en plus farouche. La concurrence devient de plus en plus parfaite parce que se lancer en entrepreneuriat aujourd'hui est beaucoup plus simple qu'il y a de cela 20 ans, qu'il y a de cela 30 ans. Grâce à des révolutions sur le plan technologique comme Internet, comme les réseaux sociaux, qui permet à tout individu dès ce soir de pouvoir commencer à vendre un produit ou vendre un service à travers ses réseaux sociaux, à travers son profil, à travers son site internet, à travers beaucoup d'autres canaux possibles. Et pour pouvoir bien expliquer la thématique du jour, j'ai décidé de prendre un produit que je vais vous présenter. Alors, je me suis baladé sur le marché et il y a ce produit que je vais vous présenter. Alors,
Le produit s'appelle Cococo. C'est ce produit. Lorsqu'on regarde les étiquettes, ou du moins les informations qui sont dessus, on pourrait globalement dire que c'est du chocolat avec de la noix de coco. Ce produit, c'est du chocolat avec de la noix de coco. Alors, l'une des particularités dessus, c'est qu'on peut lire dessus que c'est produit en Turquie. Derrière, on peut lire que c'est produit en Turquie. Je vais essayer de faire la mise à jour pour voir, la mise au point, pardon. C'est produit en Turquie. Donc, ce qui fait que derrière, il y a beaucoup de caractères écrits en arabe. Du moins, c'est écrit en arabe globalement derrière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ce produit et nous allons voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je vais l'ouvrir. J'ouvre le produit. Donc, à l'intérieur, nous avons une barre chocolatée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais casser cette barre. Et à l'intérieur donc de cette barre, nous avons de la noix de coco. Donc, comme c'était écrit en fait sur les étiquettes. Donc, c'est une barre chocolatée avec de la noix de coco à l'intérieur. Je vais goûter. Bon, le produit, il est très bon. Il est très bon globalement. Et est-ce que quelqu'un peut avoir une idée du prix de ce produit? Donc, comme je disais, dans le sachet, on a une barre chocolatée. À l'intérieur, on a de la noix de coco. Et voilà le package. Bon, à l'intérieur aussi, il précise du moins sur les étiquettes que c'est une barre chocolatée avec de la noix de coco et du lait en poudre. Est-ce que vous avez une idée de à combien est-ce qu'on vend ce produit? 25, 50, 200, 250, 100 francs, 100 francs, 50, 150, à combien est-ce qu'on peut vendre un produit comme celui-ci? 500, 300. Il est vraiment très bon. Très bon. 100 francs, 50. 100 francs. Et s'il y a des personnes qui connaissent ce produit, vous pouvez aussi mentionner en commentaire. Ça veut dire que si vous connaissez ce produit, si vous l'avez déjà acheté, si vous avez une idée du goût ou alors de l'impression que vous avez eu en le consommant, vous pouvez aussi noter en commentaire les remarques. 300, 350, 500, 100 francs. Je suis en Turquie, ça dépend. Ça dépend de quoi, s'il te plaît? Rolven. Ça dépend de quoi exactement? 100 francs, 350, 50, 100 francs. Bon, Alan dit qu'il n'y a pas de limite de prix. Est-ce que tu peux être plus précis, Alan? Durel, 50. Stanislas, c'est pas un placement de produit. J'ai acheté le produit aujourd'hui et je suis en train de vouloir expliquer quelque chose qui m'a marqué en achetant ce produit.
C'est pour ça que j'ai pris ça comme cas de figure. Je ne sais pas qui produit ça. Je n'ai aucune idée. C'est juste qu'en l'achetant, quelque chose m'a marqué et c'est ça que je veux expliquer. C'est pour ça que je l'ai pris comme exemple. J'aurais pu prendre un produit que je fais moi-même ou alors un produit de la Startup Academy ou d'un membre et tout, mais j'ai pris ce produit particulièrement parce que il y a une leçon que je veux faire passer. C'est tout. Alors, 100 francs, 50, ça dépend du lieu de vente. D'accord? 300, il y a plusieurs types de chocolat. D'accord? Oui, le vendeur, toi qui connais ce produit, comment est-ce que tu l'as trouvé? Le prix, son goût, sa qualité? Alors, on a d'autres personnes qui donnent les prix 200, 650 en RDC. D'accord? Philippe, 10 centimes. D'après moi, ici en RDC, ça mérite 200. D'accord? Tu croyais que c'était 100 francs et on t'a dit 350 ou 500. Je vais expliquer tout à l'heure. Donnez d'abord des... Imaginez un peu le prix. Imaginez. Imaginez le prix de ce produit. Alors, il y a Serena qui dit, je mange toujours ceci au campus. Ça coûte 50 francs. Et si tu pars à Mokolo, on peut te laisser 5 à bientôt 200. J'aime bien le goût de la noix de coco à l'intérieur. D'accord. Il y a Rolven qui dit, le goût est très particulier. D'accord. Ok. S'il y a d'autres personnes qui connaissent le produit, n'hésitez pas à mentionner en commentaire, à donner des remarques sur le produit. Et surtout, on reste concentré sur la question, combien ce produit, à combien est-ce qu'il peut être vendu? Donc, je tiens à préciser qu'à l'intérieur, on avait une longue barre chocolatée avec de la noix de coco à l'intérieur, comme je l'ai montré tout à l'heure dans la vidéo. Entre 100 francs et 200. 200 francs congolais. 100 francs, pas plus. 100 francs. Quel que soit le prix, on ne pleure pas. 250. 100 francs en Côte d'Ivoire. 50 francs. Ce qui est vrai, c'est très bon. C'est la noix de coco mélangée au chocolat qui me plaît beaucoup. D'accord? Olivier, 200 francs congolais. Sinclair, 150. Autre idée de prix? Combien ça peut coûter un produit comme celui-ci? Une barre chocolatée avec de la noix de coco et du lait en poudre. De même, je mange beaucoup cela au campus et c'est 50 francs. J'adore son goût. C'est 3 rentes en Afrique du Sud. D'accord. Alors, globalement, nous avons des plages qui vont de 25 francs à certaines personnes qui estimaient que le produit peut coûter 500 francs. Alors, je vais expliquer un ensemble de choses par rapport à ce produit. La première chose, c'est le fait que j'en ai acheté 2 seulement. Donc, il y a un que j'ai totalement ouvert parce que je voulais avoir toutes les informations qui sont sur les étiquettes. Et l'autre que j'ai ouvert directement en direct pour que vous puissiez voir exactement à quoi ça ressemble. Donc, j'en ai acheté juste 2. Quand vous achetez 2 produits comme ça, on qualifie cela d'une vente en détail. C'est une vente en détail. Ça veut dire que je suis arrivé dans un point de vente, j'ai vu le produit, j'ai demandé le prix. Le vendeur m'a dit ça coûte telle somme et je lui ai dit je veux 2. Il m'a donné 2, je lui ai donné l'argent et je suis parti. Donc, il m'a vendu le produit en détail. Et vous devez savoir que on peut vendre un produit à plusieurs niveaux différents. On peut vendre un produit en détail, comme c'était le cas avec lui. On peut vendre le produit en semi-gros à des semi-grossistes. Ça veut dire que ce sont des personnes qui vont acheter une certaine quantité et qui vont aller revendre en détail. On peut acheter le produit
chez les grossistes, ce sont des quantités encore plus importantes qui parfois vont être revendues aux semi-grossistes ou directement en détail. On peut être un importateur du produit. Ça veut dire on va aller rencontrer le producteur qui peut être dans un autre pays. On va commander des quantités encore plus importantes. Ça peut être des conteneurs, ça peut être plusieurs conteneurs en fonction du nombre de pieds, qu'on va maintenant faire venir dans un pays et distribuer cela à des grossistes, à des semi-grossistes, ou alors même, pourquoi pas, distribuer en détail. Et en fonction de ces différents paliers, le prix n'est pas le même. Et vous devez rapidement vous imaginer que le prix le plus élevé du produit, c'est chez le détaillant. Pourquoi le détaillant? C'est parce que l'importateur, lorsqu'il fait venir le produit, il met ses marges dessus parce que lui aussi c'est un entrepreneur, c'est un homme d'affaires. Donc il a investi de l'argent, il a fait venir le produit depuis le producteur et maintenant lui il met sa marge dessus. Ensuite, il donne le produit au grossiste. Le grossiste achète dans le produit et met aussi sa marge dessus. Le grossiste vend au semi-grossiste avec déjà sa marge dessus. Le semi-grossiste, en achetant chez le grossiste qui avait déjà eu à mettre sa marge, il met aussi sa marge dessus. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, le produit se retrouve donc chez celui qui distribue au détail, c'est-à-dire celui qui m'a vendu les 2 paquets. Donc celui-ci, il vend aussi avec sa marge, mais il y a un certain prix auquel il ne peut pas vendre parce que lui-même, il a déjà obtenu le produit avec les marges de l'importateur jusqu'à celui qui a mis le produit à sa disposition. Maintenant, ça peut aussi être que l'importateur directement se retrouve en train de faire dans la distribution au détail. Ça veut dire l'importateur peut avoir des équipes qui se chargent de faire aussi la distribution au détail. Ça se fait aussi. Il y a certaines personnes qui le font. Ça veut dire qu'en réalité, le prix du produit chez le vendeur, chez qui j'ai obtenu cela, c'est le prix le plus élevé sur le marché. C'est le prix le plus élevé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis que c'est le prix le plus élevé, ça signifie que on a déjà eu à mettre toutes les marges au point où celui chez qui j'ai acheté là, il a aussi sa marge en vendant cela au prix auquel j'ai acheté. Et je vais donc vous dévoiler le prix auquel j'ai acheté. J'ai acheté ce produit à 50 francs. 50 francs CFA. 50 francs. En détail. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre ce produit comme exemple? C'est pour que vous puissiez un peu vous imaginer. Si ce produit coûte 50 francs chez celui qui vend en détail, avec sa marge déjà dessus, le semi-producteur, ou du moins le semi-distributeur, ou alors le semi-grossiste, lui vend à combien? Le grossiste vend à combien? L'importateur vend à combien? Le producteur qui est à l'usine qui produit cela, parce que c'est écrit que c'est produit en Turquie. Je ne veux pas entrer sur d'autres détails parce qu'on peut écrire produit en Turquie alors que c'est faux. Mais bon, ça c'est un autre débat. On peut en discuter dans un autre direct, notamment sur les informations sur la notice d'un produit, la véracité de ces informations, la pertinence, l'interprétation. On va parler de ça peut-être dans un autre direct. Donc, je ne vais pas entrer dans ce débat aujourd'hui. Je vais considérer que ce qui est écrit dessus est correct. Donc, je considère que ce qui est écrit dessus est correct. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que, imaginez-vous un seul instant, si je réussis à acheter ça à 50 francs chez celui qui vend en détail, le semi-grossiste, lui, vend à combien? Le grossiste, lui, vend à combien? L'importateur, lui, vend à combien? Le producteur qui est en Turquie laisse le produit à combien? Si on remonte comme ça,
on peut se rendre compte que ce produit en Turquie, chez le producteur qui fait sortir cela de l'usine, ça peut coûter même 10 francs ou 5 francs. Ça peut coûter 10 francs ou 5 francs. Est-ce qu'on réalise ça? Est-ce qu'on réalise que ce produit-ci, chez le producteur, peut revenir à 5 francs CFA ou 10 francs CFA en fonction des quantités? Et je vous ai montré le produit tout à l'heure. À l'intérieur, nous avons du chocolat avec de la noix de coco à l'intérieur. Et je vous disais que c'est très bon. Dans un packaging qui lui aussi est très beau. Avec tout ce qu'il y a comme information indispensable dessus. Très bien emballé. Et le tout est vendu à 50 francs au prix du détail. Mais quand j'essayais de remonter, je vous ai dit que vous pouvez vous retrouver avec ce produit qui coûte même 10 francs. Maintenant, pourquoi est-ce que j'explique ce que je suis en train d'expliquer actuellement? Imaginez-vous un seul instant si vous devez faire le même produit au Cameroun. Si vous devez produire vous-même ce chocolat avec cette noix de coco dans ce packaging au Cameroun, dans ce même type de conditionnement et le vendre toujours au Cameroun, à combien est-ce que ça vous reviendrait? En fait, c'est là où je veux en venir. À combien est-ce que ça vous reviendrait de produire un produit identique à celui que je viens de présenter au Cameroun? La première chose qu'il va falloir, ce sont les intrants. Il vous faut les intrants pour fabriquer ce produit. Quand je parle d'intrants, je vais prendre les 3 principaux intrants qu'il faut. Le premier intrant, c'est le cacao pour faire votre chocolat. Il vous faut le cacao. Où est-ce que vous allez prendre le cacao? Où est-ce que vous allez prendre les quantités de cacao nécessaires pour produire à l'échelle industrielle ce produit? Lorsqu'on sait que les matières premières suivent déjà un circuit de distribution contrôlé par les colons depuis des centaines d'années. Lorsqu'on sait que le coût des matières premières ne dépend pas de nous et est fixé par les autres. Lorsqu'on sait que les autres viennent chez nous, financent nos producteurs pour acheter toute leur production sur 10, 15, 20, 30 ans. Ce qui fait que avoir une certaine quantité de cacao pour l'utiliser dans la transformation locale, c'est extrêmement difficile. Et même si vous réussissez, vous allez réussir à l'obtenir à quel prix? C'est le premier problème que vous allez avoir. La disponibilité de la matière première en quantité et en qualité avec le meilleur rapport qualité-coût. Et là, on n'est que sur une seule matière première, le cacao. Deuxième matière première, c'est la noix de coco. Où est-ce que vous allez prendre les noix de coco? Lorsqu'on sait que toutes les noix de coco suivent déjà un circuit de distribution contrôlé, vous allez prendre quelle quantité de noix de coco? Lorsqu'on sait que les autres viennent dans nos pays, produisent cela eux-mêmes pour eux, ou achètent de vastes espaces, ou financent les producteurs pour acheter toute leur production, comment vous allez faire pour avoir la noix de coco?
Bon, laissons la noix de coco. Allons sur le lait. Où est-ce que vous allez prendre le lait en poudre? S'il faut le produire localement. Si je prends l'exemple du Cameroun, la partie du Cameroun où on produit le plus le lait, parce que quand on parle de lait en poudre, il faut bien utiliser le lait. Allons d'abord de façon classique. Après, je vais expliquer comment est-ce que les industriels arnaquent pour pouvoir produire du lait sans lait. Mais ça, c'est un autre débat. On pourra en parler dans les secrets industriels qui pourraient faire l'objet d'un autre direct. Si vous voulez obtenir le lait, par exemple, dans un pays comme le Cameroun, c'est produit au nord du Cameroun. Le nord du Cameroun, si vous voulez faire venir le lait du nord du Cameroun jusqu'à une unité de production qui est par exemple au centre ou au sud, le prix est plus élevé que le lait importé. Ça veut dire que ça revient plus cher que d'importer le lait d'un autre pays. Sans oublier le fait que pour pouvoir obtenir du lait en poudre, il faut déshydrater le lait en liquide. Et que 1 kg de lait en poudre revient à déshydrater 200 litres de lait en liquide. Comment vous allez faire pour vous en sortir? C'est pour ça que la plupart des industriels n'utilisent pas réellement le lait. Ils utilisent de l'amidon de maïs avec des arômes de lait pour que ça ait le goût du lait sans être le lait. Même chose avec certains chocolats où on n'utilise pas le cacao, comme par exemple le chocolat blanc qui n'a aucune trace de cacao à l'intérieur. Parce que lorsqu'on prend en considération tous ces éléments, tu te rends compte que s'il faut réellement utiliser ces matières premières dans les quantités prescrites, non seulement tu ne vas pas en trouver en quantité suffisante, et même si tu trouves en quantité suffisante, ça va coûter excessivement cher. Et pour pouvoir réduire les coûts, il faut acheter des quantités extrêmement importantes, ce qui nécessite beaucoup de capitaux pour pouvoir avoir un rapport qualité-prix intéressant. Dès que tu as fini le challenge de la matière première, il y a le challenge de la logistique. Oui, parce que peut-être ton unité de production est à Yaoundé. Peut-être ton unité de production est à Douala. Et tu vas aller prendre la matière première peut-être dans un village. Donc, il faut transporter la matière première du village vers ton unité de production. Ça veut dire que tu dois avoir toute une logistique pour le faire. Qui parle de logistique dit qu'il te faut des camions. Qui parle de logistique dit qu'il te faut une assurance parce que le camion peut aller prendre la matière première et il tombe dans le ravin. Comment tu fais? Il faut bien que ce soit assuré. Il y a une logistique extrêmement rigoureuse qu'il faut pouvoir déployer, qui ne dépend pas totalement de toi. Parce que parfois la matière première se retrouve dans des endroits où il n'y a pas de route. Et qui parle de logistique parle aussi de coûts. Parce que ça veut dire que tu dois pouvoir contrôler ta logistique. Ça veut dire que tu dois pouvoir payer des impôts, payer la douane, payer aux différents arrêts de police qui seront en route avec toutes les tracasseries que tu vas rencontrer pour que la matière première arrive à l'unité de production. Deuxième challenge. Troisième challenge, c'est l'outil de production. Parce que pour pouvoir produire, tu dois bien t'imaginer qu'il faut des machines. Parce que je vous ai montré le package tout à l'heure. Il faut bien des machines qui vont permettre de pouvoir, par exemple, sceller ce package. Il faut des machines qui vont permettre de pouvoir transformer, par exemple, le cacao, transformer la noix de coco, qui vont pouvoir transformer le lait, qui vont pouvoir faire des mélanges, qui vont pouvoir créer cette barre enrobée, qui vont pouvoir faire tout ce process-là avant de pouvoir le conditionner. Donc, il faut l'outil de production. Étant donné que cet outil de production ne provient pas de chez nous, il faut que tu puisses importer cet outil de production. Qui dit déjà importer, dit qu'il faut que tu trouves un producteur, que tu trouves les bonnes machines, que tu sois très bien conseillé pour ne pas acheter des machines qui ne correspondent pas. Il faudrait que tu puisses faire venir les machines, ça a un certain coût avec une logistique, la douane à gérer et tout ce que cela comporte. Quand ça va arriver, il faudrait maintenant que tu aies un courant électrique qui soit bien calibré pour faire fonctionner toutes ces machines. Qui dit courant électrique avec toutes ces machines dit encore des coûts qui sont importants. Il faudrait des ressources humaines pointues et qualifiées qui savent utiliser ces outils de production pour pouvoir transformer ton produit, notamment ta matière première. Et ce n'est pas terminé parce que maintenant il te faut le know-how. Oui, on t'a dit que il y a le cacao, on t'a dit qu'il y a la noix de coco, on t'a dit qu'il y a le lait. Oui, maintenant il faut que tu aies la formule qui est un secret industriel. Il faut que tu fasses des tests, il faut que tu fasses des essais pour trouver la bonne formule. Parce que tu peux faire aussi un chocolat
avec la noix de coco à l'intérieur et le lait, mais les gens consomment et ce n'est pas bon. Et les gens n'achètent plus. Donc, il faut qu'à la fin, on puisse avoir un produit de qualité qui soit agréable à consommer. Et ça nécessite parfois beaucoup de tests avec des experts. Avec des experts. Parce que tu risques de te tromper si tu ne maîtrises pas les procédés de fabrication. Il faudrait une ingénierie de procédés pointus pour pouvoir bien fabriquer ton produit et le conditionner de manière optimale. Et quand je parle donc de cela, ça veut dire qu'il y a beaucoup de ressources humaines qui doivent intervenir. Il faut des ingénieurs, il faut le QHSE, il faut peut-être un directeur de l'usine, il faut un chef de production, il faut un maintenancier parce que toutes les machines, il faut des pièces de rechange au cas où il y a des problèmes. Il faut des personnes dans l'usine qui vont s'occuper de la matière première qui arrive, la filtrer. Il faut un espace propre, un espace sale. Il faut toute une machinerie extraordinaire. J'épargne le fait qu'il faut une usine qui soit très bien faite, qui soit dans un endroit adéquat, qui permet de pouvoir faire sortir le produit de manière optimale. Dès que j'ai fini de dire ça, avec toutes les tracasseries que ça comporte, notamment sur le plan de la législation, notamment sur le plan des autorisations, notamment sur le plan des agréments, notamment sur le plan des contrôles sanitaires et de tout ce que ça comporte là, quand tu as fini donc de faire le produit et que tu obtiens dans ton produit, il faut maintenant pouvoir l'écouler. Pour l'écouler, il faut que tu aies un circuit de distribution bien huilé. Il faut que tu fasses un marketing excellent. Il faudrait que tu puisses préparer ta distribution avec une force de vente, avec des partenaires, des grossistes, des semi-grossistes, des détaillants, que tu travailles la valeur de la marque. En fait, il faut toute une batterie de mesures extraordinaires pour que tu puisses commercialiser ce produit. Sans compter les impôts, sans compter les concurrents, sans compter les variations du prix de la matière première, sans compter l'inflation, sans compter tellement d'autres paramètres qui doivent intervenir parce que je n'ai même pas parlé du packaging. Parce que le packaging, il faut le produire, il faut faire la maquette, il faut produire, il faut l'imprimer, il faut la mettre sur des machines qui vont permettre de conditionner cela directement. Parfois, il peut y avoir des erreurs, il faut reprendre à zéro, ainsi de suite. Lorsque tu as fini de faire tout ce travail, tu vas te rendre compte que lorsqu'on prend en compte toutes les charges et qu'on ramène à l'unité d'un seul paquet, le coût de production sera extrêmement élevé si tu le produis au Cameroun. Extrêmement élevé. C'est pour ça que parfois vous allez voir des produits qui sont faits au Cameroun. On va vous dire c'est le Made in Bénin, c'est le Made in Côte d'Ivoire, c'est le Made in Togo, c'est le Made in Mali. Mais quand vous voyez le produit, non seulement la qualité n'est pas fameuse, mais surtout le produit coûte très cher par rapport aux autres produits qui sont importés. C'est ce qui explique cela. Parce que jusqu'à présent, j'ai parlé de quelqu'un qui produit des quantités importantes. J'ai parlé de quelqu'un qui a une usine avec les machines. Ça veut dire qu'il achète le produit en grande quantité, partant de la matière première jusqu'au packaging. Dans le packaging, il peut décider de faire même 100 000 étiquettes. Le cacao, il peut décider d'acheter même 50 tonnes. Ça veut dire qu'il achète des grandes quantités et le prix sera donc à l'unité faible. Mais malgré ce prix faible à l'unité, avec toutes les tracasseries qu'il va rencontrer, le coût de production final du produit sera trop élevé par rapport à ce qui est importé. Imaginez-vous donc les artisans du Made in Cameroun, les artisans du Made in Bénin, les artisans du Made in Côte d'Ivoire, les artisans du Made in Togo, les artisans du Made in Sénégal, les artisans du Made in Mali. Eux, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas acheter 10 tonnes de cacao. Ils ne peuvent pas acheter 50 kilos ou 50 tonnes de lait. Ils ne peuvent pas acheter les grosses machines. Ils ne peuvent pas avoir une unité de production avec 50 personnes qui travaillent. Ça veut dire qu'ils vont faire un travail artisanal. Le travail artisanal, ce sera la première lacune. La deuxième lacune sera due au fait qu'ils vont acheter la matière première en détail. Donc, ils vont aller acheter le cacao, 20 kilos. Ils vont aller acheter le lait, 10 kilos.
Ils vont aller acheter la noix de coco. Peut-être 10 noix de coco, 20 noix de coco, 50 noix de coco. Ils n'ont pas de logistique, donc ils sont parfois obligés d'aller faire le marché eux-mêmes, porter dans des pousses, ou alors sur la moto, ou alors dans leur propre véhicule. Ils vont aller dans une petite unité de production où ils n'ont pas de machine. Ils sont parfois obligés d'écraser ça eux-mêmes à la main. Ils sont obligés de le faire comme ça de manière artisanale. Et vous savez que quand vous achetez en détail, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand vous achetez en détail, ça coûte plus cher. Quand vous achetez le cacao en détail, ça coûte plus cher. Quand vous achetez le lait en détail, ça coûte plus cher. Quand vous allez acheter n'importe quoi en détail, ça va coûter plus cher. Quand vous transformez de manière artisanale, ça prend plus de temps. La quantité de produits que vous pouvez faire sera forcément faible parce que c'est fait de manière artisanale, c'est fait à la main, parfois avec des machines manuelles ou semi-automatiques. Et même lorsqu'elles sont automatiques, ce ne sera pas des machines d'une quantité ou alors d'une performance qui permet de produire de manière, je veux dire, des quantités importantes. Et l'autre chose terrible, c'est que vous allez avoir des intrants qui proviennent des sites de production différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir peut-être un cacao qui provient d'une plantation. Vous faites votre chocolat avec, c'est très bon. Un autre jour, vous repartez chez le fournisseur pour acheter le cacao chez lui. Il vous dit que le cacao est fini. Mon stock est fini. Comme vous devez toujours continuer de produire, vous partez acheter un autre cacao chez un autre producteur qui utilise une autre technique pour produire, qui utilise d'autres intrants, qui a un rendement à l'hectare différent. Ce qui fait que les nutriments de ce cacao ne sont pas les mêmes. Vous utilisez donc ce cacao pour faire votre chocolat. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un goût différent. Parce que parfois, même quand vous produisez de manière artisanale, vous n'avez pas des protocoles de production. Vous ne rédigez pas les process. Ce qui fait qu'à chaque production, on obtient un produit différent. Même si on applique le même process, on va toujours obtenir un produit différent parce que vous achetez en détail et parfois celui qui vous vend en détail mélange des produits ou alors des matières premières de plusieurs productions différentes et vous donne. Et quand les produits, du moins la matière première, ce qu'on appelle les intrants ou les inputs sont différents, l'output ne sera pas le même. C'est pour ça que vous allez voir par exemple un artisan made in Togo qui fait peut-être un chocolat. Vous allez goûter le chocolat aujourd'hui, c'est très bon. Vous venez la semaine prochaine, vous achetez encore le chocolat, c'est devenu mauvais. Ou alors le goût n'est plus le même. Ou alors la quantité n'est plus la même. Ou alors vous prenez le chocolat, vous pesez sur la balance, vous vous rendez compte que la masse n'est pas la même. Ça a changé parce qu'il le fait de manière artisanale. Et au-delà de tout ça, ça va coûter plus cher. Et nous sommes en Afrique, où le pouvoir d'achat est faible, où quand les gens achètent en majorité, ils regardent le prix. Le produit là, ça coûte combien? Le produit si ça coûte combien? Ils vont comparer deux produits. Celui-ci coûte 10 000, celui-ci coûte 500. Est-ce que mes moyens me permettent vraiment d'acheter celui de 10 000? J'ai 5 enfants à la maison. Je veux acheter le chocolat. J'achète le chocolat made in Cameroun qui coûte 2001. Ou alors j'achète ce chocolat qui coûte 50 francs et dont je peux acheter 20 et donner à chaque enfant un chaque jour pendant une semaine. Qu'est-ce que j'achète? Oui, on va parler du patriotisme. Nous devons aimer notre pays. Nous devons aimer ce que nous faisons. Nous devons soutenir la production locale. Mais quand je prends en compte tous les paramètres là, vous pensez que lui va acheter quoi? Bon, vous-même qui êtes en train de suivre le direct, c'est qui fait dans la production là, vous-même quand vous allez partir au marché, vous allez acheter quoi? Vous avez un chocolat à côté, ça coûte 2000. L'autre est à côté, ça coûte 50. C'est plus bon. 2, c'est mieux emballé. 4, ça coûte 50 francs. Vous avez les enfants à la maison, vous voulez leur garder quelque chose, vous allez acheter quoi? Celui de 2000, dont le marketing même parfois n'est pas très bien fait, ce qui vous pousse à penser même que la qualité n'est pas bonne. Parce que la perception aussi joue sur la décision qu'on prend lorsqu'on veut acheter un produit. Donc, quand vous êtes en train de produire vous-même, vous allez avoir des coûts de production plus élevés. 2, la probabilité même d'avoir des produits de mauvaise qualité est très élevée parce que les process ne sont pas bien faits. Je vais prendre ceux qui font dans la production végétale ou alors ceux qui font dans la production animale. Par exemple, l'élevage. L'élevage. Vous élevez les poulets. Vous élevez quelle quantité de poulets? Vous achetez le poussin d'un jour à combien? Vous achetez la provende à combien?
quel est le coût de production d'un de vos poulets? Est-ce que c'est vraiment compétitif lorsque vous avez vos bandes de 800, vos bandes de 2000, vos bandes de 5000 par rapport au poulet importé qui est produit en millions? Est-ce que vous êtes vraiment compétitif? Je ne parle pas des subventions, hein, parce qu'il y a beaucoup de produits qui arrivent dans nos marchés qui sont subventionnés. Il y a beaucoup de produits qui arrivent dans nos marchés qui ne payent pas de douane à cause des APE, les accords de partenariat économique, qui ne payent pas de douane. Ça veut dire qu'il y a certains produits qui sont concurrents des vôtres. 1, qui sont subventionnés. 2, qui ne payent pas de douane. 3, qui sont produits à l'échelle et qui arrivent sur nos marchés avec des coûts extrêmement faibles, mais vous êtes en train de produire de manière disciplinée, acharnée, et votre produit va se retrouver sur le marché avec ces produits-là qui coûtent vraiment, qui sont tellement faibles en termes de coûts. Comment vous allez faire pour vous en sortir? Comment? Comment vous faites pour vous en sortir? Lorsque la plupart des fois, vous utilisez vos propres économies, votre propre épargne pour produire. Parce que certains vont te dire, non, je suis sous fonds propres. D'accord, tu es sous fonds propres et s'il y a un problème qui survient, comment tu fais? Si tu produisais les poulets, tu achetais le poussin d'un jour à 400 francs CFA. Et puis tu reviens pour la prochaine bande, on te dit que c'est 700 francs. Comment tu vas faire? Ça veut dire que ça augmente tes coûts de production, ça te rend moins compétitif. Comment tu fais? Voilà les questions que vous devez vous poser. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de produire? Non. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de challenges à braver. Ça veut dire qu'il y a plus de réflexion à avoir. Ça veut dire que vous devez être plus fin dans la stratégie. Et moi, si j'avais un conseil à donner à un entrepreneur qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas beaucoup de moyens et qui veut se lancer, je lui recommanderais de commencer par la vente et non la production. Commencez par la vente, pas la production. Pourquoi c'est important de commencer par la vente? La vente vous permet d'avoir l'élément le plus important qu'un entrepreneur recherche, c'est le circuit de distribution de ses produits. C'est de créer, développer, sécuriser et faire grandir le circuit de distribution de ses produits. C'est l'élément le plus important. C'est l'élément le plus important. Ça veut dire que si moi je veux produire des poulets, la première chose à faire, c'est de vendre les poulets de quelqu'un d'autre qui produit. C'est plus intéressant. Pourquoi? 1, ça va me permettre de comprendre quel est le besoin du marché. Parce qu'en essayant de vendre ces poulets, je vais me rendre compte qu'il y a certains types de poulets que les gens préfèrent par rapport à d'autres. 2, ça va me permettre de développer ma base de données clients de personnes qui achètent régulièrement les poulets. 3, ça va me permettre de voir le chiffre d'affaires que je suis capable de générer en vendant les poulets d'autres personnes par jour, par semaine, par mois. 4, ça va me permettre de pouvoir comprendre le profil des personnes qui achètent ces poulets. Ce qu'on appelle la psychologie du client et surtout son profil social, économique, culturel et tout ce qui va en compte pour pouvoir bien calibrer son offre. Ça va me permettre de savoir quel est le pitch commercial à adopter lorsqu'on veut vendre ce type de poulet. Ça va me permettre d'analyser les marges. Ça va me permettre de comprendre le marché et surtout, ça va me permettre de voir quels sont les autres produits et les autres services qui se vendent avec le poulet. Ce qu'on appelle des produits et des services complémentaires. Un produit ou service complémentaire, ça peut être que chaque fois qu'on vend les poulets aux gens, les gens nous demandent, est-ce que vous n'avez pas le poulet nettoyé? Ça veut dire que nettoyer le poulet devient un service complémentaire qu'on vend. Les gens peuvent vous demander, est-ce que vous n'avez pas les poulets déjà découpés?
ça veut dire que découper ces poulets devient un service complémentaire que les gens veulent. Parce que bien évidemment, pour découper, il faut nettoyer, il faut bien préparer ça, il faut peut-être mettre ça dans un packaging très bien et aller proposer. Et maintenant, ce qu'on peut faire encore de mieux, c'est de créer un label, c'est-à-dire une marque. Et notre marque aura donc un cahier de charge à respecter. Ça veut dire que nous, on cherche des producteurs ou alors des éleveurs de poulets qui font des poulets, par exemple, de tel nombre de jours, qui ont peut-être telle caractéristique. Est-ce que ce sont des poulets de ferme? Est-ce que ce sont des poulets de chair? Ainsi de suite. Donc, définir le profil du type de poulet que nous, on vend. Profil défini en fonction des caractéristiques que les clients recherchent. Les clients sont des personnes qui achètent nos produits. Et au quotidien, on va donc se battre pour augmenter notre chiffre d'affaires. On va se battre pour développer nos parts de marché. Et plus on aura développé ça, et au fur et à mesure, on aura la capacité de dire, maintenant, nous avons vendu les poulets pendant 1 an, pendant 2 ans. Nous avons analysé le profil des personnes qui achètent le poulet. Nous avons toutes les caractéristiques. Nous savons exactement comment faire pour commercialiser ces poulets. Nous savons le profil du type de poulet que les gens recherchent. En vendant les poulets des autres, nous avons pu développer notre capital financier avec les commissions que nous gagnons. Nous avons pu développer une base de données clients. Nous avons pu nous imposer sur le marché avec notre label que les gens recherchent qui est de qualité. Nous avons su créer un service après-vente optimal parce que nous suivons les clients qui achètent nos produits. Nous allons même au-delà. Ça veut dire que nous leur proposons même des épices à utiliser. Nous leur proposons des recettes de cuisine. Nous gérons le retour, notamment lorsqu'ils ont des problèmes avec les produits que nous leur avons vendus. Peut-être qu'ils ne sont pas des qualités que nous pouvons changer. Nous avons développé notre crédibilité auprès de nos clients pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 2 ans. Nous avons déjà un capital financier que nous avons pu épargner. Ou alors, même si ce capital financier n'est pas important, nous avons la crédibilité de faire comprendre à certains partenaires qu'ils peuvent nous accompagner dans le nouveau projet que nous avons en y investissant de l'argent. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons aussi une importante base de données de fournisseurs. À cette base de données de fournisseurs, nous allons ajouter un fournisseur qui sera nous-mêmes. Ça veut dire que nous allons développer notre propre ferme. Dans notre ferme, on saura exactement le type de poulet à produire. On saura exactement les quantités par lesquelles nous devons commencer parce que nous avons analysé cela depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans. Nous n'allons pas éliminer tous nos fournisseurs. Non, ce serait idiot, ce serait stupide. Nous allons continuer de travailler avec tous nos fournisseurs, sauf que parmi nos fournisseurs, nous allons juste ajouter un fournisseur qui est nous-mêmes. Ça veut dire que si avant on vendait 50 poulets par jour, on va maintenant augmenter notre force de vente. Nous allons travailler sur nos stratégies pour pouvoir passer à 100 poulets, 200 poulets, 300 poulets. Et maintenant, dans ces 300 poulets, il y aura les poulets qui sortent de notre propre ferme cette fois. Parce que maintenant, sortant de notre propre ferme, nous avons des marges plus importantes du fait qu'on contrôle déjà la production. Maintenant, on pourra jouer avec les fournisseurs. Fournisseurs de poussins d'un jour, chez qui on pourra venir faire des offres plus intéressantes pour qu'ils nous laissent les poussins à des prix plus intéressants parce qu'on a déjà une certaine crédibilité, on a une capacité de pouvoir les couler déjà plus facilement ou de pouvoir élever nous-mêmes. On aura la possibilité de pouvoir négocier à la baisse la matière première qui permet de pouvoir alimenter les poussins ou alors on pourra investir nous-mêmes dans une plantation où nous allons cultiver les 2 éléments les plus importants, notamment le maïs et le soja que nous allons utiliser pour pouvoir produire nos aliments afin d'avoir des coûts de production plus faibles. Plus tard, on pourra investir dans une production de poussins d'un jour, nous-mêmes, avec les œufs fécondés que nous pourrions produire aussi. Et c'est comme ça que progressivement, nous allons substituer ce que nous prenions chez nos fournisseurs en mettant nous-mêmes notre propre production. Et comme on a déjà le circuit de distribution, comme on comprend déjà le marché, ça pourra s'écouler plus facilement. On pourra même aller beaucoup plus loin. On pourra passer à la transformation, c'est-à-dire de faire par exemple des poulets fumés. On pourra par exemple ouvrir un autre circuit de distribution qui peut être par exemple des espaces qui sont dans des endroits chauds, comme peut-être des snack bars, des bars où nous mettons des personnes qui braisent du poulet et qui vendent du poulet braisé. Ça pourra être des restaurants, ça pourra être des fast-food. On pourra créer même une marque de fast-food qui pourra devenir j'ai envie de dire quoi, un label qui est vendu partout à travers le monde où les poulets viennent de nos fermes, de nos plantations, un peu de partout qui ont été standardisés et qui peuvent donc se reproduire dans tous les pays.
vous voyez que le fait de commencer par la vente vous permet d'avoir des informations plus stratégiques sur le marché et ça vous permet d'être beaucoup plus compétitif et ça vous permet même de dépenser moins. Ça vous permet de laisser les autres prendre le risque et vous de comprendre le marché parce qu'au final, c'est l'argent qui est plus important. Oui. C'est l'argent qui est plus important. Ça ne sert à rien de vous casser la tête avec toutes des tracasseries pour obtenir un produit final qui aura un coût extrêmement élevé qui ne pourra pas se vendre. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand on produit, on doit arrêter de produire. Pas du tout. Si vous produisez et vous vous rendez compte que vos coûts de production sont plus élevés que ce qui est vendu sur le marché, la seule chose que vous devez faire, c'est de modifier votre positionnement. Au lieu de vouloir vendre vos produits avec le même positionnement que les autres, vous pouvez changer de positionnement et vous mettre dans un positionnement de luxe ou dans un positionnement de produits qui ont certaines caractéristiques qui justifient le fait que ça coûte plus cher. Ça veut dire qu'il faudra jouer sur le marketing, il faudra jouer sur la communication, il faudra jouer sur le label que vous développez pour que ça justifie pourquoi on devra acheter votre produit plus cher. Donc, il faut changer de positionnement. N'essayez pas de vouloir vendre votre produit avec le même positionnement que les autres qui sont produits à l'échelle dans d'autres pays, qui sont subventionnés, qui ne payent pas la douane, qui sont, j'ai envie de dire, qui sont produits en des quantités tellement importantes que les coûts de production sont très faibles. Vous ne pourriez jamais les concurrencer. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas des concurrents. Eux, ils s'adressent au grand public alors que vous, votre produit doit s'adresser à une niche bien particulière. Voilà ce que je voulais partager avec vous durant ce direct pour que vous puissiez comprendre que quand vous voulez vous lancer dans un business, posez-vous la question, est-ce que je produis ou est-ce que je commence par vendre? Moi, je vous recommande de toujours commencer par vendre parce qu'aujourd'hui, vous avez Internet. Aujourd'hui, vous pouvez créer une plateforme sur Internet et commencer à vendre un produit que vous n'avez pas. Aujourd'hui, vous pouvez créer une plateforme sur Internet et commencer à parler d'un produit que vous n'avez pas et voir si les gens sont intéressés à l'acheter. S'ils achètent, vous pouvez trouver un fournisseur dans votre environnement. Vous prenez chez lui à un certain prix, vous revendez à un autre prix avec vos marges. Si vous le faites pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, vous allez tellement bien comprendre le marché que ça deviendrait intéressant de produire vous-même. Parce qu'au-delà d'avoir créé le circuit de distribution, vous auriez créé la confiance. Vous auriez créé le label qui va faire en sorte que les gens comprennent que c'est chez vous qu'ils doivent acheter. Même si ça coûte plus cher chez vous. Parce que si vous ne l'avez pas fait, si vous partez juste produire et vous venez sur le marché, vous n'avez pas de label, personne ne vous connaît. Vous voulez aussi vendre votre produit sur le marché à un prix élevé par rapport à ceux qui ont un label depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans et qui ont encore des prix faibles. Comment vous allez faire? Vous ne pourriez jamais vous en sortir. Et vous allez toujours pleurer que vraiment on ne nous soutient pas, on n'achète pas nos produits, nous faisons la production locale, pourquoi les gens ne soutiennent pas? Mais mon frère, ils n'ont pas d'argent. Leur argent leur permet uniquement d'acheter ce qui est à leur bourse. Voilà en fait ce que je voulais partager avec toi qui veux te lancer en entrepreneuriat. Toi qui entreprends déjà, toi qui produis déjà, toi qui vends. Tu dois pouvoir avoir une vision grande de ce que tu fais et comprendre que mon étape doit se fragmenter en plusieurs stratégies que je dois développer sur le long terme. Et parmi ces stratégies, l'un des éléments les plus importants, c'est la vente. Maintenant, si tu souhaites en savoir plus, il y a un produit que je te propose. Ce produit s'appelle le coffret VIP. C'est un produit exceptionnel que nous avons développé. Et dans ce produit, tu as quelque chose d'extraordinaire. C'est d'abord une notice qui te présente tout ce que tu vas retrouver dans le produit. Donc, vous avez une notice à l'intérieur qui vous présente le contenu du coffret. Mais surtout, au-delà de la notice, vous avez cette arme qui va détruire votre inconsistance intellectuelle. En fait, cette arme, c'est une clé USB. Dans cette clé USB, vous allez découvrir des formations qui sont au nombre de 17, plus de 200 heures. Mais ce ne sont pas les formations qui sont les plus importantes, bien qu'elles sont pertinentes, comme les éléments que je viens de partager avec vous. Dans cette clé USB, vous allez découvrir des formations plus approfondies dans lesquelles je vous présente les stratégies à suivre pour pouvoir comprendre quelles sont les erreurs à ne pas commettre, quelles sont les stratégies à implémenter, quels sont les indicateurs de performance à contrôler. Vous allez découvrir tout ça dans ces formations qui font plus de 200 heures. Mais en plus, dans ce bijou, vous allez découvrir des projets que nous avons implémentés
avec des reportages sur chacun des projets, avec des documents qui présentent ces projets, avec les erreurs que nous avons eu à commettre dans ces projets et comment nous avons fait pour pouvoir nous relever. Vous retrouvez aussi ça dans cette clé. Et c'est très important parce que ça va vous permettre à vous de savoir vous aussi comment vous faites pour présenter votre projet et quelles sont les erreurs que vous ne devez pas commettre. Il y a plus de 20 projets qui sont présentés à l'intérieur avec documents, vidéos, stratégies et surtout erreurs à éviter. Et enfin, en plus de beaucoup d'autres bonus que vous allez découvrir à l'intérieur et des surprises, cette clé USB vous donne droit à un accès de 3 mois dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle Unibrain. Unibrain, c'est un groupe qui comporte plus de 1000 Africains dans lequel nous faisons un partage d'expériences, nous avons des chroniques et surtout, nous faisons un networking qui permet aux Africains de pouvoir trouver des partenaires, trouver des investisseurs et trouver des personnes avec qui se mettre ensemble pour développer des projets. Donc, si tu souhaites bénéficier de ce coffret VIP extraordinaire pour aller en profondeur sur ce que nous avons vu pendant ce direct, écris juste en commentaire, je souhaite bénéficier du coffret VIP où tu écris en inbox. Nous allons te contacter et te permettre d'obtenir cette clé USB extraordinaire que tu peux avoir qu'importe le pays à travers lequel tu te trouves. Que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Togo, que tu sois au Burkina Faso où nous allons être dans quelques jours, que tu sois au Cameroun, tu peux obtenir cette clé ou alors sa version électronique. Parce que si tu n'as pas besoin de la clé, si tu veux juste son contenu, tu peux avoir la version électronique avec un lien qui te permet de télécharger tout le contenu de la clé. Donc, tu écris juste en commentaire, je souhaite bénéficier du coffret VIP ou tu nous contactes en inbox ou tu passes dans l'un de nos sièges à Yaoundé, Douala, Tchang, Côte d'Ivoire ou dans toutes nos autres représentations à travers le monde et tu pourras obtenir ce produit extraordinaire. Donc, je te recommande de ne plus commettre ce type d'erreur lorsque tu veux te lancer dans un business et de savoir que la vente est beaucoup plus importante, surtout au début, que la production. Encore que même quand on produit, il faut bien pouvoir vendre. Donc, il faut développer ses compétences en vente, comme nous allons le voir dans le coffret VIP, notamment dans la formation Intelligence Marketing. Portez-vous bien et rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau direct. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.